Bonjour et bienvenue dans nos thèmes inspiration. Alors comme vous l'avez vu depuis le début de l'été, on essaye d'amener des petits thèmes pour vous donner des réponses à des questions que vous pouvez poser pour aménager vos jardins. Et globalement, on le sait, quand on vient nous voir pour aménager un jardin, on va nous parler du jardin tropical, très souvent méditerranéen, du jardin anglais, le cottage garden, le jardin potager nourricier, le jardin à la française. Et il y a un jardin qui plaît beaucoup, c'est bien sûr le jardin oriental, le jardin japonais. Alors aujourd'hui, le thème, on est à Molévrier pour vous présenter ce que le parc oriental a réalisé. Didier, un grand merci de nous recevoir. Bonjour. C'est un vrai plaisir de venir vous voir. En plus, on a choisi la belle météo. Ah oui, Donc ça va être excellent de découvrir ce jardin et surtout de comprendre en fait les origines un petit peu du jardin, comment il a été façonné. Et puis de ce que je comprends, c'est seulement depuis 85 qu'il a pris cette dimension. Oui. Et malgré qu'il y a une histoire quand même qui était présente avant, bon, voilà, vous avez emmené le jardin depuis maintenant presque 40 ans vers ce qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, parlez-nous un petit peu de ce que l'on a devant nous, l'origine. C'est l'histoire d'une propriété privée, d'un jardin fermé, propriété du château Colbert de Molévrier, et qui donc était pour les loisirs du propriétaire, a été conçu un paysage japonais grâce aux aides précieuses d'un architecte renommé fin 19e, pardon, Alexandre Marcel, qui fait les travaux d'abord de restauration sur le château et ensuite, devenu gendre de la famille Bergère, constitue ce paysage japonais, aménage ce jardin japonais. Alors en y construisant d'abord des retenues sur la rivière, puisqu'il utilise la moine. D'accord. La moine traverse toute la propriété d'est en ouest et elle permet à Alexandre Marcel d'imaginer ici un jardin qui ressemble au grand parc qu'on peut voir au Japon, qu'on appelle les jardins de transformation. Ce sont des grands jardins de promenade et qui sont des jardins qui symbolisent la vie depuis la naissance jusqu'à la mort par cette circulation d'eau orientée est-ouest. Alors ça, c'était un thème que la famille avait parce qu'il voyageait beaucoup, ou en fait, pourquoi cette origine, pourquoi cette sensibilité ou... Il y a une grande mode fin 1900 qui s'oriente vers le Japon, qui vient de s'ouvrir au commerce extérieur. Et Alexandre Marcel est sans doute un des précurseurs, un des premiers à s'intéresser à tout ce qui sort des frontières japonaises. Et donc, l'occasion d'y aller une fois, sans doute de rencontrer des spécialistes en région parisienne et ailleurs. Et donc ensuite essayer de retransposer sur le terrain ce qui peut apprécier les dessins japonais. On vient de parler de la moine, donc de l'eau. Oui. Donc élément essentiel du jardin japonais. Ah oui. Quels sont les autres éléments en fait qu'il faut reproduire? Alors c'est vrai qu'on va essayer de se reprojeter toujours dans un petit jardin qui peut faire 200, 300, 400 mètres carrés. Mais voilà, nos jardins, comment est-ce qu'on peut les tourner, les aménager et leur donner en fait cette caractéristique du jardin japonais. Donc voilà, on le voit, l'environnement qui est là, on va avoir des plantes taillées, on va avoir de la matière, on va avoir... voilà, quels sont les éléments qu'il faut que l'on... Les éléments constituants, donc on l'a dit, c'est l'eau. L'eau, c'est le sang de l'organisme, hein, c'est ce qui amène la vie. Ensuite, le minéral. Le minéral, c'est le squelette. C'est ce qui supporte l'ensemble de la composition. Et après, de manière plus accessoire, on amène la végétation. Pourquoi accessoire? Parce que ça veut dire que le jardin japonais, donc on a parlé de l'eau, le sang, le squelette, la roche, la pierre, le minéral, et donc le végétal derrière, le végétal, c'est la peinture sur le tableau. C'est la peinture. Qui va amener les couleurs. D'accord. Qui va amener des volumes, aussi bien verticaux que étalés, qui va amener de la variété. Et puis qui va permettre une diversité sur un grand site comme ça. Alors, pourquoi chercher à tailler de cette manière-là? Je dirais que ça vient d'où cette... La taille, chez les Japonais, je dirais presque c'est inné. C'est important. D'accord. Les Japonais disposent de peu d'espace. Et sont des grands observateurs de la nature et ont toujours, depuis longtemps, cherché à reproduire chez eux, même dans les plus petits coins qui puissent exister, la nature. D'accord. Et pour ce faire, donc, doivent la maîtriser, de par sa forme et son volume. Et donc, la taille sur les végétaux permet ça. Permet de maîtriser le volume de l'arbre, permet de maîtriser sa forme, et donc de faire ressortir ce qu'ils apprécient le plus dans un arbre, c'est la puissance. La force de l'arbre. Donc on met en évidence son tronc, ses supports, ses grosses charpentières.
D'accord. La légèreté, En les ouvrant, en les aérant, en mettant beaucoup de vide. en mettant Finalement, beaucoup de vide. c'est une recherche esthétique hein, Ah ouais. qui réside beaucoup dans le vide finalement. Avec beaucoup de vide, on amène beaucoup de légèreté et de transparence, donc on permet à la lumière d'arriver jusqu'au sol. Les formes souples, aléatoires, naturelles, D'accord. mais maîtrisées. C'est un petit peu la contradiction. Ouais. Le japonais cherche toujours à maîtriser. Ouais. Mais vous ne verrez pas de forme cubique géométrique. Ah d'accord. Mais des Le formes cube souples. n'existe pas dans le... Non. Ah d'accord. Non, on utilise C'est forcément volume. tout ce qui est arrondi. On trouve de manière assez régulière la sphère parfaite. D'accord. Le tamamono, là, c'est la forme en carré-commis de l'azalée qui est taillée en sphère parfaite. Ouais. Mais non, pas le cube, Ouais. Ça, ça, c'est jardin c'est à la l'art française. topiaire, jardin à la française. D'accord. Typique. Ok. Donc là, on est vraiment Là, dans on est cette dans quelque chose en forme naturelle, souple et irrégulière. La végétation, on en parlait, elle est implantée en nombre impair. Les arrangements rocheux, toujours aussi, on travaille avec des nombres impairs. D'accord. Sauf qu'il y a des grands nombres où là, on va pas. Je compte plus. Oui, on compte plus. mais on va pas utiliser 4 ou 6, quoi. Ouais. Hein, ça sera 3 ou 5 plutôt. D'accord. De manière à ce que ça soit. Aussi, ou il y a... C'est pour que ça soit équilibré, mais asymétrique. Ah oui. Ouais. D'accord. La symétrie n'existe pas dans la nature. C'est heureux. Donc si on taille une plante en plateau, forcément, il faut que ça soit un nombre impair. Oui. Si Ouais. on doit choisir entre 1 et 5 branches, eh ben, ça sera 1, 3 ou 5, mais on va pas faire 4. D'accord. Et derrière, il y a toujours le symbole qui est là, Voilà. le pont rouge, qu'on voit sur toutes les photos, toutes les images, et qui symbolise tellement bien le Japon. On voit souvent les pagodes également. Donc là, ça arrive pourquoi est-ce qu'on amène ces éléments-là? C'est ce qu'on appelle des fabriques dans le jardin, qui viennent compléter le décor en apportant un accent supplémentaire. Qui caractérise encore plus le jardin. Les lanternes, le pont. Alors le pont rouge, hein, ça c'est le symbole du passage du monde réel au monde virtuel. Hein. Le rouge, hein, c'est la couleur du sang, c'est la couleur du disque solaire sur le drapeau japonais, qui rend cet accès sacré, puisqu'il permet ici en l'occurrence d'accéder sur les îles du monde des immortels, les îles du paradis. Donc c'est un accès sacré. En même temps, c'est une couleur qui interpelle, qu'on voit de loin, et comme vous l'avez dit, c'est le pont rouge du parc, c'est l'emblème du parc oriental. La lanterne qui est à côté, comme la dizaine d'autres qu'il y a dans le parc, sont d'autres éléments minéraux qui sont placés à chaque endroit important du jardin ou qui sont là pour interpeller le visiteur, le surprendre et l'inviter un petit peu à s'asseoir, à contempler, à s'arrêter. D'accord. Dans les temples, surtout, les moines ont créé ces lanternes dans le granit, hein, en les taillant, pour éclairer les lieux de cérémonie de thé qui se déroulaient à la tombée de la nuit en extérieur quand la météo le permet. Et donc ça permettait d'éclairer un peu le lieu de cérémonie. Toutefois, la nuit c'est quelque chose de sacré aussi, qu'il ne faut pas trop perturber. Donc c'est une lueur, c'est pas un éclairage. C'est à peine un balisage. C'est une lueur qui marque un endroit. Voilà. Et donc de jour, la lanterne éteinte, elle a la même signification finalement, elle marque cet endroit. D'accord. Et donc après, on a les circulations. Et bien sûr, les circulations. Alors, comment ça fonctionne, ça, dans le jardin japonais? Qu'est-ce que l'on cherche à mettre en avant et ce jeu des ouvertures, comme on disait, à un moment donné, il y a un jeu de découvrir des choses. Donc, est-ce que dans le parc, ici, on a réussi également à créer cette circulation telle qu'il est mentionné dans les jardins japonais et quel est le sens d'ailleurs de la circulation dans les jardins japonais? Pourquoi cet élément, on appelle donc les 5 éléments qu'on vient d'évoquer, on a évoqué l'eau, on a évoqué la pierre, on a évoqué les végétales, les fabriques, et maintenant la circulation. Donc, ces circulations qui sont le moins possible des grandes lignes droites, plutôt forme souple, toujours, donner cette légèreté, et qui accompagnent le visiteur dans la progression, doivent aussi motiver cette progression. D'où le fait de contourner des obstacles, soit végétaux, soit minéraux, qui vont masquer à certains endroits, et qui vont permettre, lorsqu'on aura avancé de 3 pas, d'avoir une ouverture soudaine. Et donc une fenêtre paysagère avec une longue perspective et qui fait progresser. Et puis un certain rythme comme ça, qui n'est pas régulier là non plus. Beaucoup de végétaux taillés en transparence masquent
que peu, mais masque quand même le paysage. Donc on devine déjà le paysage à travers cette végétation. On est admiratif devant la plante qui a été taillée, mais derrière, on aperçoit quelque chose. On aperçoit quelque chose. Voilà. On va y aller. D'accord. C'est pas l'écran plein. Et donc on avance, quoi, parce qu'il y a quelque chose derrière. Donc on avance plus loin. La circulation, elle doit être multiple pour que chacun ait son espace de contemplation. Il faut éviter les effets de masse, les effets de foule, la marche coude à coude, pour pouvoir profiter des lieux, prendre des respirations, trouver un banc, isoler un endroit, s'asseoir. Voilà. Donc on multiplie les circulations, elles peuvent être très étroites, elles peuvent être des fois un peu complexes, un peu sportives. On respecte pas toujours les pentes PMR, pas partout. Alors ça, c'est vrai qu'on est effectivement dans un contexte où, parce qu'on parle aussi du jardin japonais où ça doit forcément être vallonné. On doit pas forcément partir du haut pour aller vers le bas. Voilà. C'est de la montagne vers la mer. C'est toujours ça. C'est la circulation de l'eau. Et donc, voilà, il y a des allées qui sont des fois, c'est pas de l'escalade, mais la grimpe quand même un peu, mais qui permettent de conduire à un point dominant, un peu comme ici, où on a une vue un peu large, et on pourrait monter encore plus haut, avoir une vue encore plus large. A contrario, quand on est en bas, où on peut avoir une vue très resserrée sur un plan précis, sur un élément précis. Et donc, ça donne une variété, un rythme qui est variant au fur et à mesure de la déambulation. Dans le végétal, quelle est la plante dominante du jardin japonais qu'il faut absolument avoir? Et puis, je suis amusé de voir cette plante des années 70 dans nos jardins, le laurier palme, qui a tellement clôturé nos maisons et autres. Et là, on commence à la retrouver en boule, donc elle commence à prendre une forme. Vous avez une jolie plante à l'entrée là qui est taillée en plateau, en iwaki. Voilà, en fait, est-ce que toutes les plantes peuvent être formées ou alors il faut quand même retrouver l'érable, le cerisier, l'azalée? Il y a des bases, Il y a des bases. Il y a des incontournables, je dirais, au Japon quand même. L'azalée japonaise, bien sûr. Ça c'est absolument incontournable. L'érable du Japon au-dessus de l'azalée. Et c'est ce qu'on voit juste donc, avec nous. On va avoir les beaux exemples ici. On a les pins. Les pins. Il y a beaucoup de pins dans les jardins au Japon. Le bambou. C'est une plante aussi incontournable dans le jardin japonais, en tant que plante, mais aussi en tant qu'accessoire. Ça sert à construire plein de choses, le bambou. Mais alors, le bambou a un symbole, parce qu'en fait, à un moment donné, c'est quand même pas la plus belle plante en termes de formation. C'est pas celle qu'on va guider, on la laisse pousser, quoi. On la laisse pousser. Non, on s'en occupe, on l'éclaircit, on l'effeuille pour lui donner de la clairvoyance. D'accord. Il y a un vrai travail sur le bambou et il y a une telle diversité dans les variétés de bambou, sur les couleurs de chaume, surtout, qu'on peut donner des effets très intéressants. Donc en fait, on joue également sur l'esthétisme de la plante par sa chaume, qu'elle soit jaune, qu'elle soit noire, qu'elle soit striée. Absolument. Et on le met surtout en évidence. En évidence. En éclaircissant. Un pied de bambou, on va l'éclaircir à peu près d'1/5 chaque année. D'accord. Et puis on va l'effeuiller sur les 2 ou 3 premiers mètres selon la situation pour avoir cette clairvoyance au travers. Toujours cette approche, cette transparence, donner envie. La légèreté et la vue au travers. Ok. D'accord. Et Fargesia, non. Philostakis, beaucoup plus. Fargesia, mais plus Philostakis. Plus Philostakis. Fargesia, plus si on veut faire vraiment un écran, où là ça va être plus fermé. Philostakis, voilà, si on veut vraiment mettre en évidence le chaume. En utilisant des variétés plus ou moins gros développement. Donc on a parlé du pin. Oui. Bon, on a des beaux sujets au-dessus de nous. Là, il y a les vieux sujets, c'est Pinus ponderosa, ceux-là. D'accord. Qui datent sans doute de l'origine du jardin. Au Japon, on trouve beaucoup plus le pin rouge, le Pinus densiflora. Bon, alors c'est cette écorce rouge quand il vieillit, là, qui est très intéressant. Mais aussi beaucoup de pins sylvestres, quelque chose d'assez commun finalement chez nous, qui s'installe assez facilement pour peu qu'il soit en situation assez ensoleillée. Une aiguille assez fine en fait, assez. Et cette écorce orangée cette fois-ci. C'est plus l'écorce. On est toujours en fait plus sur la valeur du bois. La valeur du bois, c'est intéressant. Et on va mettre ce bois en valeur et chercher des pins à aiguilles assez courtes, assez fines quand même. D'accord. Donc pour la notion de légèreté. Alors, et puis le laurier palme. C'est un hasard ou il était là et donc il s'est pris une taille? C'est un peu les deux. D'accord. C'est sûrement pas un hasard s'il y a du laurier palme ici. Il a été planté par quelqu'un. Oui. Je vous dirai pas qui parce que je ne le connais pas. C'est des vieux pieds de laurier palme comme celui qu'on a pu voir tout à l'heure. Non, c'est l'opportunité. Le laurier palme, c'est une plante qui supporte très bien la taille.
D'accord. Et que donc, ici, là, il serait temps de revenir tailler. On n'est Ouais, pas à bien jour sûr. partout. Ouais, bien Là, sûr. on l'entretient en carré commis, donc on fait des masses de forme aléatoire, assez rondes, là, qui prolongent un peu les masses volumétriques de rochers qu'il y a en dessous, Oui, oui, d'accord. qui rappellent le minéral. Oui. Bon, ça marche avec le laurier palme. On le fait beaucoup avec le buis, avec l'azalée. Avec l'azalée d'abord, Ouais, au Japon. On ouais. utilise beaucoup le buis chez nous pour reprendre un peu ses formes. Mais le laurier palme, pourquoi pas? Hmm. Voilà, il est là, c'est résistant. Voilà. D'accord. Alors, c'est une feuille assez grande, assez grosse, donc c'est moins fin, je dirais. Oui, oui, oui. C'est un peu plus lourd. Sur un espace comme le parc, on peut se permettre. Donc, allez, on découvre les autres gammes. C'est un hêtre qui est taillé ou c'est Un pommier à fleurs. un pommier à fleurs? Ouais. Waouh! Alus florimonda. Qu'est-ce qui a fait qu'il a été choisi? Parce que c'est pas son développement naturel, contrairement à un azalée, contrairement à un érable, où on peut commencer à sentir des formes plateaux. Là, dans le pommier, Ouais. Une forme très naturelle, en concurrence un peu avec l'érable. Et D'accord. donc, il fallait dissocier les deux. d'accord. Il fallait faire un choix. Et alors, s'il y a une plante qui supporte mal cette taille-là, c'est bien l'érable. L'érable n'aime pas du tout être. Il réagit très très mal. Il réagit, mais esthétiquement, ça fait des grandes réactions, très D'accord. vives, très longues. Esthétiquement, c'est pas Tous très les heureux. érables ou celui que l'on a Tous les érables réagissent comme ça. Tous les érables, même, Ouais. même le japonais. Ouais, le japonais réagit encore moins bien parce que c'est fragile. D'accord. C'est fragile à la taille. Il y a beaucoup de problèmes parasitaires sur l'érable du Ouais. Japon. Moins on les taille, mieux il se porte. Ouais. L'érable du Japon, c'est vraiment la plante parfaite dans son port naturel, qui reste fine, avec un feuillage très sensible, Ouais. petit feuillage, Ouais. qui offre une quantité de couleurs à l'automne selon les variétés. Ouais. C'est magnifique. Ouais. Et qui vient donc justement bien assouplir les autres plantes qui sont taillées, maîtrisées de manière plus stricte. Ça, on trouve un équilibre comme ça, plus naturel, en associant l'érable du Japon. Bon, là, je suis obligé de m'arrêter devant les bulles, parce que là, Ah oui. c'est devenu tellement une plante qui est un cauchemar pour tout le monde. Comment est-ce que vous réussissez là à avoir un beau décor comme ça? Bah, c'est beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Donc, beaucoup de temps de surveillance. On pense surtout aux parasites qui est Bah la oui, pyrale, bien la pyrale. sûr. Eh bien, c'est un passage très très régulier sur nos buts, ne serait-ce que pour les tailler, les entretenir, les maintenir en forme, et en même temps de surveillance. Et à chaque fois qu'il y a une éclosion de chenilles, une nouvelle génération de chenilles, Bacillus. eh bien voilà, on fait un apport de bacilles de Thuringe pour éradiquer. Donc c'est un patrimoine qui est vraiment, on ne cherche pas du tout à se dire on arrête de lutter et on remplace. Non, non. On part du Pittosporum ou autre plante comme on aurait un peu une tendance à faire dans... On a arrêté un peu d'en planter. On a arrêté d'en planter. Voilà. On n'a pas arraché ce qui existe. Ouais. On préserve ce qui existe Ouais. et on cherche l'alternative dans les nouvelles plantations. Alors en effet, l'osmanthus, oui, on est une. On utilise aussi le Filaria, Filaria. Angustifolia. On n'a pas tout à fait les mêmes effets, mais on arrive à leur donner des formes. Pittosporum, il y aurait sa place dans un jardin comme ça. Alors, Pittosporum, oui, c'est une bonne idée qui n'est pas encore en place dans le parc Noble-Lévrier, D'accord. qui va y venir. Ouais. Qui va y venir, oui. Alors, je viens sur celui-là parce qu'il m'a interpellé tout de suite, parce que ça, c'est ce qui se passe chez moi. Là, il y a une attaque. Ouais, alors là, ça, c'est quoi? C'est le Volutella ou Moi, je pense, oui. Ouais. Et donc ça, c'est besoin de nourriture, c'est... Là, oui, la meilleure défense aujourd'hui, c'est ça, c'est nourrir la plante pour qu'elle ait de quoi se défendre contre les champignons, contre tous les parasites. Donc azote pour qu'elle ait de la... Alors, azote, nous on amène de l'organique, tout en organique. D'accord. Bon, malgré ça, il y a quelques échecs. Ouais, on est vraiment dans une période terrible pour les... Il faut parfois accepter de perdre. Ouais, c'est dur, mais c'est dur. C'est dur. Il faut faire avec, ouais. Alors là, c'est une merveille de la nature. C'est juste un chêne pédonculé qui s'est développé au milieu d'un groupe de rochers. Extraordinaire. Qui a peut-être même écarté le groupe de rochers pour faire sa place. Et puis qui a enlacé avec ses racines ce groupe de rochers pour s'y tenir. Fabuleux. C'est marrant. C'est fabuleux. Et donc les Japonais qu'on rencontre par le biais de l'association des jardins japonais ont ressenti en passant ici une présence de divinité. Ah oui. Et cette présence est matérialisée au Japon par cette corde là qu'on a mis autour, qu'on appelle un shimenawa. D'accord. Et donc voilà, il y a un an, le professeur Fuji nous a fait cette remarque ici
il se passe quelque chose là. Ah oui. Là, il se passe quelque chose. Et donc, on lui a proposé de mettre un Shimenawa qui encercle la pierre et l'arbre. Il a dit oui, Excellent. faut faire. Alors voilà. Il y a tout là. Il y a la oui. force, il y a l'âme, il y a. Ah oui, là, il y a tout. Il y a tout. Et surtout, c'est complètement naturel. Aussi. Là, c'est ça. On n'est ni coupable ni responsable. Donc, c'est la merveille. On est dans la merveille du parc là. Absolument. Certes, on peut s'arrêter sur le pont rouge, mais c'est celui-ci qu'il faut venir voir. Ah oui, là c'est un des éléments quand même très très particuliers du parc. Ouais. C'est vrai que c'est extraordinaire, hein, la manière dont il s'est installé. Ouais. Alors, l'IF qu'on vient de voir souffre. Par contre, ceux-là. Ceux-là vont bien. Ils vont bien. Ils sont juste retaillés là, ils sont impeccables là, dans leur forme. Combien de tailles par an? Une seule fois. C'est vrai? Une seule fois par an, là, au mois d'août. C'est vrai. Août-septembre, ouais. Ça pousse pas très vite finalement l'IF. Il n'y a pas une taille à la pousse de début de printemps? Non. D'accord. Non, là on vient juste de les retailler. Et d'ailleurs, ils ne sont pas tous taillés, ceux qui sont derrière, il n'a pas encore été fait. Celui-là n'a pas encore été fait. Ouais. Oh la force. Et donc là, la plante, elle était érigée. Oui, il y a une flèche qui montait bien plus haut. Il y a une flèche qui montait, et donc là, vous vous êtes mis devant, et puis voilà, il y a eu un choix qui a été quoi en termes de hauteur? Pourquoi à un moment donné, on se dit on est là plutôt qu'on est là? Enfin, quelle est la... C'est pas simple. Alors, c'est un travail d'équipe. On est une équipe de 6 jardiniers. D'accord. Maintenant, quand celui a été taillé, on était moins nombreux, on devait être que 2 ou 3. Okay. Mais c'est une décision commune. C'est une observation de la plante, depuis son pied, depuis la berge en face, depuis l'arrivée là-bas. Et puis de là, on se dit, il faudrait qu'il ne soit pas plus haut que ça, qu'on voit les érables au-dessus à l'automne, voilà. Et puis, une découverte aussi du tronc, qui est vrillé légèrement, et qu'on ne voyait pas du tout, parce qu'il il était complètement plat. Donc on a dit il faut mettre ça en évidence, et puis après c'est un choix de branches qui se superposent le moins possible, qui se croisent le moins possible, et qui avait déjà ces allures un peu horizontales, voire retombantes. Pendant longtemps il n'y en a plus, on a mis des câbles qui tiraient sur les branches, qu'on rattachait aux racines, pour les forcer à rester à l'horizontale. L'objectif, c'était une recherche esthétique qui réside à faire apparaître la force, la structure de l'arbre, mais aussi à montrer un arbre le plus âgé possible. D'accord. Et les arbres anciens ont des branches qui retombent, les jeunes arbres ont les branches plus érigées. D'accord. Et donc ça, c'est l'observation de la nature et voilà, de la caricature. Ok. Et donc on a forcé pendant longtemps, alors celui-ci, ça y est, il est tout détaché, mais il a été longtemps attaché. Est-ce qu'à un moment donné, on pourrait se dire c'est dommage de forcer, mais c'est parce qu'il y a une recherche de dire, voilà, on cherche à avoir cette miniature. Et on cherche surtout à aller vite. On cherche à aller vite. Pour en profiter. Donc là, 80-85, on commence à le former. 95-2000. Ah oui, c'est plus vieux ça. C'est pas plus jeune, pardon. 95-2000. D'accord. Et là, en 20 ans, il a pris cette forme-là, cette densité-là. Et je viens juste de vous dire que l'IF pousse doucement. Sauf quand on taille du gros bois où là il réagit très vite. D'accord. Il envoie tout de suite plein de réitérations dès le premier printemps, et qui d'année en année, taillé à cisaille, ont réussi à former tous ces petits coussins, ces petits nuages plateaux, aux extrémités ou en intermédiaire. Ça veut dire qu'il pousse très vite. Je dirais que quand vous l'avez commencé il y a 20 ans, on était là ou quand même pas? On a dû couper là. D'accord. Il a formé le reste. D'accord. On a coupé là. C'est une vraie merveille. On a coupé là. C'est une vraie merveille. Donc ça, c'est la taille qu'on appelle Niwaki. Oui, vraiment. Le Niwaki, c'est l'arbre maîtrisé par les formes et par le volume, par le jardinier. D'accord. Donc exactement, il y a plusieurs formes de Niwaki. D'accord, ok. Et puis, il y a toutes essence d'arbres qui peuvent être des Niwaki. Donc, Paul Évrier, ça se passe, c'est quelle surface? C'est sur quelle longueur? Alors, le parc, c'est une propriété communale maintenant qui couvre une petite trentaine d'hectares. 30 hectares, d'accord. Ouais. Sur ces 30 hectares, on a une quinzaine d'hectares aménagés en paysage japonais. Tout le creux de la vallée. D'accord. Sur 1 kilomètre de long. D'accord. Entre l'entrée et le viaduc. D'accord. 1 kilomètre de long? Oui. Ouais. Avec une pièce d'eau centrale, donc une rivière qui traverse ce parc d'est en ouest, qui s'appelle la Moine, sur laquelle donc, Alexandre Marcel a fait construire des retenues. Et une retenue permet de constituer 2 hectares à peu près en pièces d'eau.
Donc ça donne une pièce d'eau centrale qui est le médaillon du parc. Et c'est autour de cette pièce d'eau qu'il a ensuite composé, je dirais, avec la végétation, les fabriques et les circulations. D'accord. Il n'y a pas eu une inspiration à un moment donné d'un autre jardin au Japon qui avait la même configuration. Il a juste là utilisé les éléments. Oui. Lui, c'était vallonné, c'est limite. Il a mis à c'était profit parfait. cette vallée de la Moine et cette orientation du courant d'eau pour reprendre la conception du jardin. D'accord. Et reprendre ces conceptions de jardin de transformation qui ont été constitués entre le XVIIe et le XIXe siècle au Japon sur des grands espaces de promenade. Et ce sont des jardins qui représentent symboliquement la vie depuis la naissance jusqu'à la mort et qui font même apparaître, toujours symboliquement, les différentes phases de transformation qu'on subit tout au long d'une vie. D'accord. Depuis la naissance, l'enfance, la jeunesse, l'adolescence, la vie adulte, la vieillesse. Et donc ça, c'est retransmis par quoi en fait? C'est les... Alors, enfin, il y a déjà le sens de partir de l'Est, je crois, vers l'Ouest. Voilà. Ça, c'est déjà le premier sens. Comme la course du soleil. Comme la course du soleil. Ça représente le parcours d'une vie, de la naissance à la mort. Ouais. Et puis un changement d'aspect de l'élément. Vers l'Est, la source, l'arrivée de l'eau, c'est la naissance. Ouais. Puis ensuite des périodes agitées qui vont représenter l'enfance, la première partie de la vie. Ouais. Et puis après des périodes plus calmes, avec parfois des chutes d'eau qui peuvent représenter l'adolescence, période de doute, de repli, mais aussi de changements importants, aussi bien physiques qu'intellectuels au niveau de l'adolescence. Cette grande période de calme qui, elle, est le repos, et entre les deux, entre l'adolescence et le repos, il y a une eau courante, avec moins de chutes d'eau, mais une eau qui va circuler, qui va avancer, qui va représenter la vie active. Donc tout ça, si je le représente dans un, on va dire, de revenir sur un petit jardin, donc on imagine, on crée un petit vallonnement, on crée quelque chose qui va démarrer avec un petit cours d'eau. Alors plutôt dans une masse rocheuse, un peu en surélévation, qui va donner du mouvement, qui va représenter symboliquement la montagne déjà. Et puis on a cette source qui jaillit de la montagne. C'est ça, donc là la naissance. La naissance. Et tout de suite ça descend très vite, c'est une petite chute d'eau très chaotique. C'est l'enfance. C'est l'enfance. C'est l'enfance. Et puis on a un petit réservoir ou deux et qui va représenter l'adolescence, où là il y a des pauses et puis on repart et des pauses. Il y a à nouveau des petites cascades un peu plus... Et puis quand on arrive en bas, on a une eau qui va filer vers la grande pièce d'eau. Et donc là, tel qu'on est là, c'est la grande pièce d'eau. C'est la grande pièce d'eau, c'est la vieillesse, c'est le repos, c'est la réflexion sur le passé, c'est la contemplation. Et puis c'est l'infini, puisque du point de vue principal, on essaie de ne pas pouvoir voir, deviner l'extrémité de la pièce d'eau. D'accord. Ce qui symbolise l'infini. Et là, à Molévrier, comme dans les grands jardins de promenade, il y a au milieu de la pièce d'eau 2 îles, l'île Grue, l'île Tortue, qui vont représenter le paradis, le monde des êtres immortels. D'accord. Voilà. Et qui est symbolisé, dont l'entrée est symbolisée par le torii qui est au bout du pont, qui portique rouge. Portique rouge. Qui représente l'entrée. Et le portique, il n'est pas dans l'alignement du pont, il est tourné vers l'est. D'accord. C'est la porte d'entrée pour les éléments qui arrivent logiquement, qui vont de l'est vers l'ouest. D'accord. Voilà. Et donc là, on est sur l'île. L'île Grue. L'île Grue, là. Île Grue longue et étroite. Donc le grue comme l'oiseau. Comme l'oiseau, la grue. Qui est un oiseau très longiligne, très fin, comme l'île. Elle est représentée très schématiquement, symboliquement, je dirais, par les 3 pierres qui sont là au premier plan. On en a une sur champ, une oblique, une sur champ, une troisième à plat derrière la fougère. C'est une représentation symbolique de l'oiseau, la grue. D'accord. Donc ça, c'est les professeurs horticoles qui nous ont ramené ces significations-là. Alexandre Marcel n'a pas fait cette association-là par hasard, parce qu'on les a trouvés comme ça. Ils étaient comme ça. D'accord. Et puis la deuxième île, l'île de la Tortue, là par contre, c'est l'île... celle où on voit où il y a les 2 canards et le pin. D'accord. Ah oui, non, juste là. Oui, juste là. J'étais là-bas, d'accord, ok. Non, juste ici, là, à côté. Là, on représente, Alexandre Marcel a tenté de représenter la forme d'une tortue. D'une tortue, d'accord. Dans l'île dans son entier. D'accord. Donc avec un brin d'imagination, on a un dôme de pierre et puis une tête de pierre sous la passerelle qui peut représenter la tête de la tortue. Ah si, quand on est là, on la voit. On retrouve. Complètement. Voilà. Et puis le pont décalé qui fait la liaison entre les deux. Et ça, ce sont des symboles qui sont au Japon. On les retrouve dans les jardins japonais. L'île Grue et l'île Tortue, ça fait partie du symbole. Ah oui, on retrouve ça même très souvent aussi dans les paysages secs, les jardins zen, les jardins de méditation autour des temples. Donc ces paysages de gravier et de pierre représentent des îles perdues au milieu de l'océan. Et il y a souvent une pierre grue, une pierre tortue qui représente le paradis. Qui sont voisines ou accrochées l'une à l'autre.
D'accord. Ouais. Dans les textes ancestraux japonais, on retrouve souvent des dessins où les âmes reposent en paix sur le dos des tortues et par des câbles, elles sont tirées par les grues. Waouh, d'accord. Ah, Ouais. ouais. Ces C'est deux vraiment, animaux qui sont d'une grande longévité, d'accord. qui représentent par extrapolance l'infini, l'immortalité. D'accord. Ces deux animaux qui sont aussi opposés. Un pouvant aller très haut dans les airs, l'autre très profond dans les eaux. Très longiligne dans sa forme, et puis l'autre complètement à l'opposé. Ouais. Et donc, par la théorie du yin-yang, l'harmonie entre les deux extrêmes se retrouve au niveau zéro. On retrouve souvent île, grue, tortue au niveau de l'eau. D'accord. Voilà. Et donc, le pont décalé qui fait la liaison entre les deux donc, permet d'accéder de l'île grue à l'île tortue. Ouais. Le décalage du pont propose un piège au mauvais esprit. Le mauvais esprit, allant toujours tout droit, n'atteindra pas le bout du paradis. D'accord. Ouais, on dit souvent que traverser l'eau, c'est dans un sens vider ces esprits mauvais, ou se purifier. Se purifier. C'est ça, ouais. On rencontre souvent à l'entrée du jardin japonais, à l'entrée du temple, ce qu'on appelle un tsukubai, une pierre creusée avec une arrivée d'eau, il y a une petite louche en bois, en bambou. Les gens se lavent les mains ou le front, ou même boivent une gorgée pour se purifier avant de rentrer dans le temple. D'accord. Ouais. D'accord. C'est ça. Aussi, on peut peut-être le dire, c'est important, le jardin japonais, en tout cas celui de Montlévrier, la plupart des jardins japonais, oui, ne sont jamais des parcs floraux. Oui, c'est ça, entre guillemets, c'est pas fleuri toute l'année. Puis c'est arbustif, un peu de vivace, mais peu en fait. Peu. C'est vrai. Ouais. Ouais, exact. Il y a une bonne diversité végétale, mais à floraison principalement printanière. D'accord. Voilà. Et ça commence avec le cerisier, c'est le réveil de la nature, c'est la naissance. Ouais. Toutes les floraisons sont printanières, qui symbolisent la jeunesse, la vivacité. Et donc j'imagine un peu tous ces érables avec des feuillages rouges l'automne, donc on est sur justement également sur cette continuité de la naissance à la mort. Oui, c'est ça, absolument. On ne parle pas de la mort, on parle pas de... Avant l'automne, il y a l'été. Dans l'été, c'est la densité de feuillage et les fruits. Dans certains arbres apparaissent des fruits. Ouais. Donc là, c'est la maturité. Ouais. Et puis l'automne, la coloration des feuillages, c'est le début de la fin de la vie. Si je vais aller par là. Ça. Et donc, ce qu'on dit, c'est que la palette de couleurs d'automne peut représenter la multitude d'expériences vécues tout au long d'une vie qu'il est temps de partager. Ah ouais, qu'il est temps de partager. L'automne, c'est la vieillesse. Ouais. Voilà, et le partage. Et puis la chute des feuilles symbolise la fin de la vie. Et à ce moment-là, ce sont les plantes persistantes, telles que l'if, qui prennent le relais et qui, eux, sont symboles d'immortalité. Parce que ils ne changent pas, c'est les persistants. Et ils sont toujours pareils tout l'hiver. Et l'hiver, ils ont plus de place que les autres parce que là, ils apparaissent beaucoup plus. Oui, carrément. Alors là, on est arrêté devant justement l'if. Et alors là, tout de suite, je me dis, mais pourquoi Montlévrier garde cette sculpture? Eh bien, on garde cet arbre tant qu'il sera vivant. D'accord, donc là, on est sur... en fait, oui, on devine. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Il a été attaqué par quelque chose, il a eu... Alors là, parce qu'on sent bien qu'il est en train de se dégrader là quand même. Là. Oui, c'est très vrai. C'est très vrai. Ça saute aux yeux. Mais c'est un arbre qui a une histoire remarquable. C'est un if planté en Bordeaux, sans doute il y a une bonne centaine d'années, qui a basculé dans l'eau. On voit bien les branches qui l'ont retenu dans sa chute, qui s'est redressé naturellement. Les têtes se sont redressées naturellement pour se développer la verticale, retrouvant tout l'espace voulu. Qu'on a ensuite décidé de tailler en iwaki. Donc là, du coup, il était comme ça quand vous êtes arrivé. Naturel. Naturel. Et plein, absolument pas transparent. Ok. Et qu'on a décidé donc de mettre en transparence en 96 pour avoir le pont à travers, et toute la végétation au travers et l'eau. Et qui là maintenant donne des signes de faiblesse, de fatigue, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc recule. Et il a laissé sécher les têtes les plus éloignées d'abord, et puis il recule, il recule, il recule. Ah, c'est triste. Ouais. Ah, ça fait mal au cœur. Et là, on a vraiment l'impression, donc ce qu'on voit argenté, c'est ce qui est mort depuis quoi, 5-10 ans? Un peu moins. Qui est jaunâtre, c'est ce qui vient de périr. Cette année. Cette année. Et qu'on vient d'écorcer. C'est pas terminé d'ailleurs, les gars écorcent là. Parce qu'en écorçant, on limite la vitesse du champignon de pourriture. D'accord. Donc il va dépérir moins vite. C'est un phytophthora, c'est quoi? On sait quel champignon l'a attaqué? Non, on n'a pas détecté de parasite particulier. Je vois plus juste une fatigue. D'accord, la plante a fait son âge. Une mort plus ou moins naturelle. D'accord, ok. Qu'on a peut-être accéléré par les actions de taille. Parce que là, on demande de l'énergie un peu plus.
Et une vivacité très présente sur la première tête qui est au ras de la souche, Ouais. qui va peut-être, elle, tenir encore très 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 longtemps. Ouais. Je ne sais pas. Ouais. En tout cas, aussi longtemps qu'on pourra. Voilà. Donc, Et donc un écorçage, on a taillé le bois mort pour l'affiner ouais. et lui donner un peu de vie, justement. Ouais, ouais. Cet if, quand on l'a mis en forme, il y avait parmi nous un stagiaire chinois. Et en 96, on était à nos essais de mise en forme des Iwaki. Et le stagiaire chinois, lui, avait un peu plus d'expérience et m'a guidé un peu dans Donc le les stagiaire vous a décisions. formé, en fait. Oui, un peu ça, ouais. Oui, c'est clair. Hein. J'étais plus jeune que lui. Très bien. Et il a parlé de dragon. Il a parlé de queue, de dos, de tête de dragon D'accord. dans son imaginaire. Et donc pour nous, c'est devenu l'île dragon. Livre C'est son dragon. nom. D'accord. Ça, c'est le nom qu'on lui a donné. D'accord. Et depuis qu'il dépérit, qu'il fait apparaître ses bois morts, Ouais. il est de plus en plus le dragon. Ah ouais. Et vous pourrez remarquer qu'au milieu, on a quasiment la tête du dragon. Ah ouais. Ah ouais, excellent. Avec un peu d'imagination, si on Ouais. se met de profil, on a le dragon avec la gueule ouverte. Excellent. Donc oui, c'est toute l'histoire de Steve auquel je tiens beaucoup. Ouais, j'imagine. Je tiens beaucoup parce que C'est- c'est un de mes premiers Niwaki et quel Niwaki, quoi, sur le plus gros volume de tous ceux qu'on peut avoir dans le parc. Qu'on est tout doucement, il est en train de nous glisser des doigts, quoi, tout doucement. Mais je pense qu'on a encore quelques années. Ouais. Bon. Bon. C'est poignant, mais c'est la nature. Ben oui. Bien, bah, on arrive sur la. En fait, on arrive sur la fin de notre émission. Et par contre, on arrive sur Ouais. le début de ce que serait un jardin japonais, en fait. Ça, Ouais. on est au début. Et là, on est également dans une belle représentation. Si on veut réaliser un jardin japonais dans nos maisons aujourd'hui qui ont des petits jardins, Mhm. voilà, c'est ce que l'on voit ici. Voilà, dans le jardin de la pagode, on a un Le jardin de la résumé pagode. de l'ensemble du parc, au moins pour sa circulation d'eau, un groupe de rochers avec la source, la naissance, la petite période de vie active et turbulente qu'est l'enfance, le bassin de l'adolescence, et puis la vie professionnelle. Et puis, ça ouvre sur la vie d'adulte. Pour Là, terminer sur pour un terminer. grand repos et Un grand repos. l'espérance envers le paradis et l'infini, puisqu'on n'en voit pas le bout d'ici. Excellent. Excellent. Bon, un grand merci pour cette visite. Il n'y a pas de quoi. Ça a été vraiment une belle expérience. Et j'espère que ça va donner plein d'inspiration. Ne serait-ce que pour reproduire ce jardin de la pagode. Ouais, Je le disais tout de suite à le regarder, on dirait un petit jardin de Walt Disney. Tout est confiné, tout est petit, tout est mignon. fabriqué. Fabriqué. Il dit un grand merci. Et Pas de puis, quoi. bah voilà, j'espère qu'on aura donné envie de venir voir le jardin. Parce que vraiment, il y a une belle expérience à vivre. Alors, je pense que vous avez peut-être pu comprendre, c'est très beau début du printemps, quand les azalées sont en fleurs, quand les cerisiers sont en fleurs. Ça doit être très beau aussi dans quelques semaines, quand ça va être l'automne. Il y a deux moments très colorés, voilà, Ouais, c'est ça. Donc, printemps-automne. alors, pour nous accueillir au parc, c'est de quelle période à quelle période? Alors, entre le 15 mars et le 15 novembre, D'accord, quasiment tous les Ok. jours. On peut même venir la nuit entre mai et septembre. c'est vrai? Et Ok. oui, oui, oui. D'accord. Le Avec, jardin de donc, nuit, voir ces petites... avec un petit lampion. un petit lampion. Et on fait une balade nocturne. C'est un site à la rêverie, c'est une autre évasion. Ok. Et donc, on est sud de Cholet? On est On est à 10 km au sud de de Cholet, Cholet. on est à la limite sud du Maine-et-Loire. D'accord. Juste après nous, c'est les Deux-Sèvres. Les Deux-Sèvres. Ok. Bon, voilà. Donc, presque accessible partout en France. Voilà, j'espère qu'on va vous donner envie de venir voir pour prendre des idées à reproduire dans votre jardin, ne serait-ce que voilà, le jardin de la pagode qui vous résume tout et que vous pouvez reproduire chez vous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème. Jardinez bien.